Sud Radio, la France dans tous ses états. L'impression étrange que quelque chose s'est brisé en France et on fait semblant de ne pas le voir. Ici votre système d'urgence vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée. La ville de Paris, une zone de non-droit. Dans ce tunnel sous les Halles, il y a toute une zone d'insécurité. Tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Inacceptable dans une ville comme Paris. On nous répète que tout va bien, que la sécurité est sous contrôle, mais dans ton quotidien, tu vois bien que c'est faux. Des gens qui vivent dans des tunnels, dans des recoins. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. L'un des 4 individus menace alors les élus avec une tronçonneuse. Que Dieu soit avec vous. Ariel Veil, maire du Paris-Centre, 4 arrondissements, suggère à l'instant, avant de prendre l'antenne, qu'il y a un débat un jour sur la météo. Mais oui, on invitera où commence le beau temps, où finit l'hiver, où commence le printemps. Je suis sûr qu'on pourra débattre de tout. Là, monsieur le maire, on vous reçoit parce que on s'inquiète. Est-ce que le centre de Paris est en train de virer au Far West? Selon Rachida Dati, la capitale de la France semble s'offrir des zones de non-droit. On va en débattre avec vous. Vous allez nous rassurer, je suppose, vous nous expliquer, même si... Et puis on parlera aussi... À la fois, moi, je suis ni dans le clash, ni dans le déni. Bon. Et puis, je vous poserai une petite question quand même sur Shein, parce que je pense que vous avez forcément une idée sur la question. Où commence le sexisme dans le débat parlementaire? Rappelé à l'ordre par la présidente de l'Assemblée, Yael Pivet, président de l'Assemblée nationale, pour avoir demandé à Sandrine Rousseau de ne pas hurler, le député UDR Géraud Verny sera avec nous à l'antenne. Nous aurons également un échange passionnant avec un buraliste de Compiègne qui nous racontera les aléas d'un métier en plein bouleversement. Vous n'imaginez pas ce qui peut se passer quand on est buraliste. C'est un poste d'observation de la nouvelle sociologie française tout à fait intéressant. Eh bien, je crois que le pauvre Louvre, on avait Notre-Dame qu'on a sauvé des flammes, et le Louvre continue à s'effondrer. On va en parler un petit peu. La malbouffe revient à travers ce qu'on appelle les fast-foods du peuple. Ne trompons pas les pauvres gens. Et puis, est-ce qu'on peut s'évader par la lecture? Maude Koffler nous parlera de ce Goncourt des détenus qui permet peut-être justement aux prisonniers de s'évader par la littérature. Et puis nous finirons un échange, ce face-à-face, la chronique d'un effondrement annoncé, celui de la Macronie. Le journaliste du Figaro, le journaliste politique Louis Osalter, nous expliquera le long et méthodique délitement de la Macronie. Voilà pour le menu d'aujourd'hui. Il est fourni. Et puis, la météo est là. Il commence à faire froid, mais nous, on va réchauffer l'atmosphère. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Eh bien, nous avons entendu ces dernières heures la joie des observateurs se réjouissant que la France ait vendu 100 Rafales à l'Ukraine, 100 Rafales d'assaut aviation. Alors, c'est une cérémonie mise en scène par le président de la République. Voilà, c'était à Villacoublay, dans la base aérienne de Villacoublay. Il s'agit d'une lettre d'intention. Une lettre d'intention, ça dit bien ce qu'elle veut dire. C'est un projet, c'est une forme de promesse, engageant la France à vendre 100 Rafales à l'Ukraine. Alors, bon, on peut se réjouir, bien entendu. Il est important que l'Ukraine s'arme, et c'est parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment armée qu'aujourd'hui elle est en difficulté militaire. Et à en croire certains commentateurs et autres experts d'illusions perdues, le match est sauvé. Alors on va faire un petit décryptage éclairant. Il s'agit donc d'une lettre d'intention. Pour l'instant, ça n'engage à rien. La lettre d'intention est signée par le président de la République. Ce n'est pas lui qui, en dernier ressort, décide d'une vente d'armes, mais le gouvernement, avec la signature du Premier ministre et du ministre des Armées, et compte tenu du délai de livraison de ces Rafales, si la commande est confirmée, le chiffre est le suivant, et la presse l'a repris. Il reste encore 239 avions Rafales à livrer aux commandes actuelles. Voilà, 239 avions Rafale. Aujourd'hui, Dassault Aviation, dans son rythme le plus rapide, peut en produire 4 par mois. Donc, si on fait un calcul, les 100 Rafales destinés à l'Ukraine le premier ne pourra pas être livré avant décembre 2029 ou janvier 2030.
On suppose que d'ici là, il se sera passé beaucoup de choses entre Moscou, Kiev et l'Europe. Et 4 ans de délai, je trouve que c'est un petit peu optimiste pour penser que ça peut pouvoir changer le sort auquel l'Ukraine est soumise. La facture s'élèverait à 19 milliards d'euros en totalité, parce qu'il n'y aurait pas que des avions, il y aurait aussi d'autres formes d'armement et des drones. Les avions eux-mêmes, c'est un peu plus de 11 milliards, et on se pose la question, mais qui va payer? Bon, les finances de l'Ukraine sont exsangues, on les sait, c'est normal, puisqu'elle est en état de guerre. On se dit, mais est-ce qu'à ce moment-là, ça serait le contribuable français ou européen qui paiera? Et alors, certains ont suggéré l'idée que ce soit, vous savez, les avoirs russes qui sont gelés en Belgique, à Bruxelles, qui serviraient à payer cette facture de 19 milliards d'euros pour offrir les avions Rafale à l'Ukraine. Mais ce serait une décision absolument catastrophique, parce que c'est toute la fiabilité de l'économie européenne qui serait remise en cause. Vous imaginez tous les pays qui ont des avoirs aujourd'hui dans le système bancaire européen, à qui on dirait, mais s'il suffit que vous soyez mal pensant ou que vous ayez commis un acte qui ne nous plaît pas, eh bien nous pourrions, en violation totale du droit international et des règles les plus exigeantes de l'économie et des échanges financiers, eh bien on peut geler vos avoirs, piocher dedans et payer avec cela ce qu'on aurait envie. Donc image catastrophique. Donc je crains hélas que l'Ukraine ne voit pas forcément la couleur de ces Rafales, que je crois que la société d'assaut ne se fait pas non plus beaucoup d'illusions, même si c'était très important pour elle de savoir que enfin, et ça, c'est le symbole politique, au lieu d'acheter du matériel américain, des armes américaines pour compenser ce que l'on a donné à l'Ukraine, eh bien, on va peut-être se fournir dans l'Union européenne et dans l'industrie d'armement européen. Ça, c'est la seule bonne nouvelle, mais elle est philosophique. Pour l'instant, elle ne correspond à rien. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on continue à encourager les Ukrainiens à leur promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Une tragédie dans laquelle l'Europe a aidé l'Ukraine à se plonger, parce qu'on les a quand même poussés à se défendre, à faire la guerre, et on n'est pas là pour les soutenir. On ne sait pas donner les moyens réels pour aider l'Ukraine à s'en sortir. Donc il serait bien qu'un jour, pour de vrai, on passe des paroles aux actes et pas avec de vaines promesses qui ne seront appliquées que dans 4 ans. Le centre de Paris est-il devenu une zone de non-droit? On en parle dans un tout petit instant, et n'hésitez pas à réagir au nouveau numéro, notez-le bien, 01 53 92 22 60. On vous le redonnera dans un instant. À tout de suite. Totalement ouvert, comme on peut le voir. Il y a toute une zone d'insécurité, mais il y a aussi des gens qui vivent dans des tunnels, dans des recoins, dans des zones qui sont quand même invivables et surtout qui est inacceptable dans une ville comme Paris. J'y suis allée, aucun élu n'y va. On en parle avec l'un des principaux concernés, le maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ariel, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Rachida Dati, elle y va pas de main morte. On a l'impression que le centre de Paris est transformé, je disais dans mon sommaire, en Far West, en tout cas une zone de non-droit. Je pense pas que ce soit votre version des faits. Non, évidemment, c'est ridicule. Vous savez, j'arrive du Conseil de Paris qui a commencé ce matin, où j'ai déjà eu le droit, Rachida Dati, diverses d'ailleurs élus, qui ont tous en commun d'ailleurs d'avoir 20, 30 ans de vie politique. Moi, je viens pas de ce monde-là, j'ai travaillé pendant très très longtemps avant d'être en politique, et je crois que les gens en ont marre des effets de manche, des effets de scène. Bon, il faut pas se payer de mots, mais les gens attendent des réponses concrètes. Donc, évidemment, pas une zone de non-droit. Tout à l'heure, vous parliez de l'Ukraine. Enfin, un peu de décence quand même. On est au Halles. On est d'ailleurs dans un lieu qui, en réalité, est beaucoup plus facile à fréquenter aujourd'hui, mais où, effectivement, il y a de la misère, il y a de la toxicomanie, il y a des difficultés. Au passage, d'ailleurs, parler de zone de non-droit, de Far West, vous l'avez évoqué, c'est discourtois pour la ville, mais ça passe encore. Mais pour le collègue de Madame Dati au gouvernement, maintenant le ministre de l'Intérieur, qui a été, vous le savez, ces dernières années préfet de police, Laurent Nunez, et moi je tiens au contraire à saluer un grand flic, si je peux dire que c'est des choses comme ça, en tout cas un grand partenaire. On n'est pas forcément de la même famille politique, d'ailleurs, je ne sais pas quelle est la sienne, parce que c'est surtout un grand professionnel, mais on travaille avec lui depuis des années, et la situation de sécurité au Halles, elle est bien plus grande. Alors il faut rentrer dans le détail pour vous dire pourquoi, effectivement, il y a des zones encore qui sont très compliquées, mais globalement, on travaille avec tous les acteurs, et on est tous d'accord pour dire que on a fait un travail phénoménal ces dernières années. D'ailleurs, le préfet de police, autre mensonge, moi
Je vois pas l'intérêt en politique de raconter des bobards, quoi. Autant dire les choses, et je m'engage à vous dire les choses sans phare et sans filtre. Personne n'est jamais allé. Alors, vous savez combien de fois j'ai été de nuit, entre minuit et 2h du matin, 3h du matin au hall, pour plein de raisons, et j'y étais. Et j'y suis pas allé tout seul. Moi, j'y suis pas allé pendant 5 minutes avec des caméras en m'enfonçant de 30 mètres pour faire le buzz. J'y suis allé profond, on y allait sur des kilomètres, on y allait pendant la nuit, on y allait pendant plusieurs heures, on y allait plusieurs fois, et on est allé avec les collègues d'autres services. C'est pas la ville seulement, c'est la RATP qui est là, c'est le Forum des Halles, Westfield, c'est évidemment la police avec ses différentes divisions, la police de Paris, la préfecture de police. Et donc quand on y va pour régler des problèmes. On en a réglé un grand nombre. Je peux vous dire que les sorties, les caméras qu'on a mises, les sorties de sécurité, des portes de sécurité qu'on a réparées, les dispositifs, je vais pas tous les détailler, qu'on a mis en place, font que les halles globalement sont beaucoup plus sûres aujourd'hui qu'elles ne l'étaient encore hier et évidemment avant-hier. Moi, je suis un enfant du quartier. Je me rappelle quand on descendait au Forum des Halles, qu'on prenait les marches le soir, on avait les boules et les habitants, ils vous en parlent. Et la toxicomanie, c'est pas nouveau. Et on a connu l'héroïne, etc. Donc aujourd'hui, globalement, le Forum des Halles est extrêmement sécuritaire. On a d'ailleurs l'endroit le plus fréquenté du monde. Vous savez que c'est la plus grande gare souterraine du monde. Il y a aussi le plus grand centre commercial avec Westfield, Unibail du monde. Vous avez le cinéma le plus fréquenté du monde. Vous avez la piscine, je crois, la plus fréquentée du monde ou d'Europe. Enfin, on n'a que des superlatifs, on n'a que des records. Bon, les gens, ils viennent pas dans une zone de non-droit, hein. C'est le centre de Paris, c'est par là qu'on arrive, c'est par là que le monde entier vient. Et globalement, ça se passe très bien. C'est vrai, on a une difficulté, on a eu, surtout ces derniers mois, et depuis quelques mois, une difficulté, parce que, au fond, parce que la RATP fait bien son travail, parce que la préfecture de police fait bien son travail, parce que la ville aussi a bien fait son travail, et ben, il y a quelques malheureux, effectivement, qui sont pour une partie toxicomanes et pour une partie non, qui sont juste des gens qui vivent à la rue et qui sont repoussés finalement de plus d'endroits. Et c'est pas une critique de dire ça, mais ils ont été repoussés du métro, ils ont été repoussés du Forum des Halles, ils ont été repoussés de pas mal d'endroits dans Paris. Vous savez qu'il y a eu des évacuations de campements, je pense à Forceval, où il y avait la colline du Crac, etc. Et donc, ils se retrouvent là où ils peuvent, et c'est vrai, ils se nichent. Vous savez, les délaissés urbains, ce qu'on appelle les délaissés, comme des infrastructures qui sont un peu à l'abandon, et je vous en parlais dans un instant, et ben ils accueillent les délaissés de la ville. Et donc c'est vrai, vous avez des gens qui habitent là, c'est pas nouveau, ça fait des années, on a une population qui habite là dans des recoins, des anfractuosités. C'est à la fois un danger pour eux, pour tout le monde, et c'est malheureux. Vous avez des gens, dont une partie sont des drogués, qui habitent dans cette infrastructure. Alors c'est quoi? On parle de quoi là? On parle véritablement des ouvertures, certaines ont été murées, ne servent plus, vous savez, ces tunnels des halles qui font des kilomètres en réalité, qui sont une infrastructure dont il va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'elle ne sert plus à ce à quoi elle avait servi, c'est-à-dire de grandes super routes géantes, de super périphériques en plein milieu de la ville. C'était l'architecture des années 70. Je le pratique souvent. D'ailleurs, quand j'ai des amis qui viennent, comme on dit de province, je les promène dessous, on ressort, ils disent mais c'est incroyable, il y a une ville souterraine. Pour autant, Ariel Weil, vous ne pouvez pas nier qu'il y a des problèmes sociologiques dus au développement, j'allais dire, de cet urbanisme qui est en permanente recomposition. Est-ce que pour une municipalité de gauche, le fait qu'il y ait ces accidents sociaux, ces anomalies, cette misère, alors la saleté, elle est liée, on sait bien, à la restructuration de la ville, problème de circulation. Depuis le temps que la gauche est au pouvoir à Paris, vous pensez pas que vous auriez pu progresser un peu plus vite que ça sur ces enjeux-là? Mais alors, il y a plusieurs sujets qui sont différents. Il y a le pullulement des personnes qui sont là rue, que ce soit des publics de migrants. D'abord, c'est des publics qui sont très différents et qui obéissent à des logiques qui sont très différentes. On parlera, si vous voulez, dans un instant des tentes et de la mise à l'abri. Et là, je suis moins sympa sur le gouvernement. C'est la responsabilité du gouvernement de mettre les gens à l'abri. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un vrai scandale qu'on ait des campements dans Paris, y compris au centre de Paris, un peu partout, des gens qui devraient être... On a les moyens en France, mais si on a une dette extraordinaire, on a les moyens de mettre tout le monde à l'abri. Sur la toxicomanie, on a énormément de progrès, mais je vais vous opposer un autre discours. C'est-à-dire qu'on a des services sociaux qui sont là, qui documentent, qui vont au contact, qui accompagnent ces publics et qui les accompagnent y compris vers une sortie de la toxicomanie. Mais j'entends aujourd'hui des gens qui connaissent rien au sujet et qui disent tout d'un coup il faut pas accompagner les publics, il faut les sortir de la toxicomanie. Et comment vous faites si vous n'avez pas accompagné ces gens dans leur sécurité, dans leur santé? Eh ben ça passe par un contact, un travail qui est très lent, qui se fait pas devant les caméras, mais qui est très lent et qui se fait sur place. Et en réalité, on a sorti de la toxicomanie beaucoup de gens. Maintenant, les produits
vie change vite, le marché, comme vous le disiez, change très très vite. Aujourd'hui, c'est le crack, hier c'était l'héroïne, et effectivement, c'est le narcotrafic. D'ailleurs, je cite François Hollande, qui était dimanche à la Convention à côté de moi, et qui disait, le narcotrafic, il disait, c'est pire presque que le terrorisme. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est un fléau. C'est un fléau parce qu'il se nourrit de nos addictions, de nos faiblesses, de notre société, et nous avons des gens qui sont extraordinairement organisés et professionnels. Et donc là, la véritable priorité, c'est démanteler les réseaux de trafic. Et c'est ça qu'on fait avec la préfecture de police. Récemment, il y a eu au Halles même des réseaux qui ont été démantelés. Alors ça prend du temps. C'est pas évidemment d'arrêter les 2-3 gars qui sont là et qui consomment, qui marchent. Il faut remonter les filières, il faut serrer les commanditaires, et c'est ce qu'a fait la préfecture en très bonne intelligence avec nous. C'est compliqué d'en parler. Je disais, c'était assez frustrant pour moi de ne pas pouvoir parler de ce qui était en cours, mais c'était en cours. Et ça, c'est de très belles arrestations. Ce sont des réseaux qui ont été démantelés. Vous savez de quoi ils partent? Ils partent d'alertes que nous, mairie, on a fait remonter à la préfecture de police, puisqu'on travaille avec eux tous les jours. On leur a dit, tiens, là, on a des éléments un peu bizarres, il y a des habitants qui nous ont remonté ça. Et parce qu'on a été diligent, parce qu'on a écouté les habitantes et les habitants du centre de Paris, eh bien, on a pu démanteler des réseaux de drogue. Et évidemment, il faut continuer. Maud Goffler. Alors, ça peut être difficile à imaginer pour ceux qui nous écoutent, mais on parle quand même d'environ 300 à 400 personnes dans les tunnels des Halles. Alors, sauf si maintenant ça a changé, parce que là, vous venez de nous dire que finalement, ça va mieux. Et il y avait eu effectivement des riverains, pas mal de riverains excédés qui avaient réussi à lancer un collectif et une pétition, 300 signatures pour lutter contre tout ça. On vous avait reçu il y a quelques semaines pour répondre justement à une boulangère de la rue Turbigo qui était impactée par ce phénomène. Aujourd'hui, vous dites, Ariel Veil, je rappelle que vous êtes le maire de Paris-Centre, vous dites que les choses ont été prises en compte, en considération, et que tout va mieux. Non, je dis pas, en tout cas, je dis pas que tout va bien. La nuance est importante. Je dis que nous avons d'abord globalement, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à 20 ans, et c'est pas moi d'ailleurs qui le dis, c'est le préfet de police au Conseil de Paris il y a un mois, au dernier Conseil de Paris, qui dit évidemment on est dans une situation qui est incomparable parce que les Halles étaient il y a encore 10 ans et a fortiori il y a 20 ans. Mais à l'intérieur de ce mieux, effectivement, il y a des situations qui sont très difficiles, et on a vécu des mois difficiles rue de Turbigo. J'y passe tous les jours, moi. Tous les jours, c'est simple. Tous les jours, les gens le savent, ils me disent, ah, on vous a vu en vélo, parfois je m'arrête, parfois je dis bonjour. Je vais chez le buraliste, comme vous disiez tout à l'heure, on s'arrête, je demande, je prends le pouls. Et vous savez, je suis pas le seul à passer. Ma police municipale, la police municipale de Paris, qui n'a que 3 ans, elle passe 3 à 4 fois par jour. On les fait passer au moment de l'arrivée dans les écoles, à 8h15, 8h30, puis on les fait passer à des moments un petit peu différents, et ils se coordonnent d'ailleurs avec la police nationale. Je vous rappelle que la police de Paris, elle a des unités qui n'existent quasiment que au centre de Paris, la brigade territoriale de contact, la BAC évidemment, ils ont des effectifs de toutes sortes, en roller, en vélo, en voiture qui passent. Il y a tout le temps une présence là, pour rassurer les habitants et pour rassurer les commerçants. Ça se joue sur quelques mètres de trottoir, et on ne parle pas de 300 personnes. Alors moi je n'ai jamais vu ces chiffres. Je sais pas c'est le Parisien. J'ai jamais vu des chiffres de cette nature-là. La ville estime qu'il y aurait une 50aine de personnes. La réalité, de vous à moi, on n'en sait rien. Ça change d'une nuit à l'autre, ça change un petit peu. Les gens qui se droguent et ceux qui simplement vivent à la rue, ils sont repoussés un peu partout, et donc ils se réfugient où ils peuvent. Ça change d'une nuit à l'autre. Mais en l'occurrence, sur la population dont on parle, sur un endroit très particulier de Paris qui est vraiment ce frottement, cette aspérité entre des tunnels qui sont largement une infrastructure démesurée aujourd'hui et délaissée, qui servait à être un échangeur routier en plein milieu de Paris, qu'on mesure aussi d'ailleurs la folie en termes de pollution, etc., et qui ne sert plus à cela aujourd'hui et est utilisé uniquement par des professionnels, et quelques rues, la rue de Turbigo en l'occurrence, sur quelques mètres, où en effet pour les commerçants et les habitants, ça a été dur ces derniers mois. Il y a une présence que tous saluent, très forte de la police nationale, et je les remercie moi, contrairement à Rachida Dati, qui est pas très courtoise avec son collègue ministre de l'Intérieur. Moi, je remercie la police nationale qui est très présente, et aussi évidemment la police municipale de Paris. On travaille main dans la main pour essayer de pas être en même temps, mais sur une continuité dans la journée. Et oui, la situation va un peu mieux, mais elle ira vraiment mieux quand on aura fait deux choses importantes qui se font un peu dans la durée. La première, c'est de continuer à démanteler les réseaux de drogue qui alimentent cette misère terrible et ces états dans lesquels on voit parfois des gens qui sont épouvantables. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut transformer cette infrastructure. On a construit comme des fous pendant les années 70, et c'était une autre époque, je juge pas. Des autoroutes, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de voitures qui circulaient là. Imaginez pour les riverains et les commerçants qui sont face à cette bouche de ces énormes trous qui sont les tunnels des Halles. Franchement, quand ils avaient 10 000 voitures qui passaient là, et j'en ai qui me le disent, c'était atroce. Bon, maintenant, il faut transformer cette infrastructure, c'est pas facile. Moi, je rêve peut-être que, comme dans Zola, vous savez, le ventre de Paris, on y retrouve
trouve des infrastructures de logistique liées à l'alimentation, que ce soit peut-être à nouveau le ventre de Paris. On a un projet qui est en train d'être travaillé. Il faut fermer évidemment ces entrées, et sur ça, je suis d'accord avec ceux qui le proposent. Dossier que l'on suivra de très près. Ariel Veil, je vais parler du Louvre dans quelques instants. Est-ce que vous voulez bien rester avec nous? Bien sûr, avec plaisir. Vous êtes le bien Louvre, du Louvre c'est encore le centre de bon, Paris. Alors on va voir qu'il y a encore des problèmes, et puis j'aimerais avoir votre avis sur la question. Alors restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Alors notre pauvre Louvre est encore malade après le cambriolage pour 88 millions d'euros de bijoux historiques et royaux. On apprend que la galerie Campana, qui est dans l'aile Sully, le carré Sully, va être fermée parce qu'il y a des poudres en fragilité qui vont s'effondrer. Bon, en fait, si on comprend bien, ce cambriolage a engendré une forme de contrôle, on vérifie tout, mais pas que de Louvre, d'autres musées de France aussi sont en danger. En fait, notre patrimoine culturel semble menacé, il est bien. Est-ce que les pouvoirs publics, le gouvernement ont fait preuve de légèreté? Les administrations centrales au ministère de la Culture ne se sont pas occupées de ce qu'il fallait. Enfin, ça commence à bien faire. Là, maintenant, c'est quand même le Louvre est quand même le musée d'Europe le plus visité. C'est un des fleurons de notre patrimoine. Du monde. Même du monde, oui. C'est le musée le plus visité du monde. Eh ben, voyez, donc raison de plus pour s'inquiéter de cette vertu, de cette performance. Et on sent que les pouvoirs publics découvrent tardivement des mesures qu'auraient dû prendre bien avant, pour être efficace, et que on traite à la légère parce qu'il y a certainement une forme de déficit budgétaire qui implique qu'on a des priorités qui ne sont pas celles-là, et finalement la facture s'avère beaucoup plus lourde. Alors la fermeture de l'aile Campana, c'est quand même terrible. Je suis content de vous avoir gardé, Ariel Veil, maire de Paris Centre. Vous êtes maire donc de cet arrondissement. Le Louvre ne dépend pas de la mairie de Paris, on est d'accord. Est-ce que malgré tout vous pensez que l'action municipale peut contribuer aussi à la préservation de ce patrimoine? Oui, bien évidemment. D'abord parce que nous sommes à la tête d'un réseau patrimonial extraordinaire. Les églises, par exemple, c'est la ville. On y a investi plus d'une 50aine de millions ces dernières années pour justement les restaurer patrimonialement. On est à la tête aussi d'un certain nombre de musées, ceux qui dépendent de la ville de Paris. Alors, c'est pas le cas du Louvre. Le Louvre, les Tuileries, c'est une enclave, une extraterritorialité qui est dirigée directement par le ministère de la Culture, voire parfois par l'Élysée pour les grands projets. Et on va en parler d'un qui nous tient très à cœur. Cela dit, évidemment, on travaille avec eux. Vous voyez, si j'étais en clash, je vous dirais, la ministre de la Culture, au lieu d'aller au tunnel des Halles pour faire 2 minutes de télé, elle devrait peut-être aller au Louvre pour s'occuper que ça s'écroule pas sur notre tête. C'est directement la tutelle de la ministre de la Culture. Mais la réalité, elle est plus complexe. On travaille tous ensemble. On travaille avec l'État sur le Louvre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, depuis que je suis maire, on a pu restaurer comme ça la chaussée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même du Louvre, vous le savez pas, mais c'est des histoires de fous. En fait, la superposition des pouvoirs à Paris et en France en général, le millefeuille administratif, comme on dit. Mais vous savez, à l'intérieur du Louvre, des cours, même la voirie, même la route, c'est le Louvre. Mais on a réussi à signer des conventions, à se mettre d'accord pour que ce soit la ville qui répare avec les fonds du Louvre. On a réparé tous les réverbères. À l'intérieur, vous savez, quand vous regardez la pyramide du Louvre, tous les réverbères ont été réparés, toute la chaussée a été réparée. Donc on doit pouvoir s'entendre. Le Louvre, il est en permanence en travaux et ça va continuer évidemment pendant des années. Donc moi, j'accable pas le Louvre, mais je pense qu'il est effectivement urgent que le ministère de la Culture se penche sur la situation du Louvre. On ne peut pas se permettre de fermer le Louvre, de fermer 10 salles. Ça fait des ordres, c'est très problématique. Il y a d'autres bâtiments patrimoniaux qui sont du patrimoine de la ville, pas de l'État. Est-ce que la préoccupation est la même la ville gère son patrimoine. Oui. J'ai pas en tête de musée. Par exemple, les catacombes de Paris sont fermées pour quelques mois de travaux, seulement quelques mois qui ont été planifiés depuis des années. J'ai l'impression que le patrimoine de la ville est plutôt bien géré en ce qui concerne le patrimoine culturel ou cultuel, puisque, je vous le disais, on entretient, et évidemment dans le centre de Paris plus qu'ailleurs, en face du Louvre d'ailleurs, il y a l'oratoire du Louvre, Saint-Germain-l'Auxerrois, des travaux sont en cours à Saint-Eustache, enfin juste à côté, on entretient, vous savez, le toit, les murs, mais aussi les œuvres d'art. Donc je crois que de ce point de vue-là, la maison est bien gardée. On regarde avec intérêt le Louvre. Je vous le disais, les liens sont évidemment énormes. On a un projet commun d'ailleurs avec le Louvre, qui est un projet que j'ai beaucoup porté, qui est celui de refaire complètement la place du Louvre. La place du Louvre, vous savez, c'est cette place devant la colonnade de Perrault, la façade est, entre là et l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Il y a un endroit qui est franchement aussi un peu un délaissé urbain. C'est un grand parking géant pour les cars. C'est très hostile aux piétons, très hostile à toute vie. Et j'ai ce projet de le faire. On le fait en bonne intelligence avec le Louvre. J'espère que le projet pharaonique, comme on le dit parfois, va pas sombrer avec les problèmes du Louvre aujourd'hui, parce que dans ce projet, il y a aussi la réhabilitation de la façade de cette place du Louvre, en lien avec l'idée d'une ouverture
supplémentaires Donc, à l'Est. Raison de plus pour rester vigilant. On compte sur vous, monsieur le maire. Et Voilà, puis je serai très vigilant. On vous rappellera si on a des anomalies à vous signaler, mais enfin c'est le patrimoine et c'est l'image de la France. C'est vraiment le ministère de la Culture là qui doit, je pense, prendre ses responsabilités, mais nous, on est là, vigilants et partenaires. On interpellera aussi Madame Dati. Mais merci d'avoir été sur Sud Radio ce matin, Ariel Veil, et je vous dis à très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Ils sont parfois à eux seuls le dernier rempart contre la désertification des centres-villes et des villages, les buralistes. Comment survivent-ils face au tout numérique, face à l'augmentation des prix du tabac qui favorise la contrebande aussi? Quel est l'avenir de ce commerce essentiel? Nous sommes avec le président de la Confédération des buralistes, Serdar Kaya. Bonjour. Bonjour. Bonjour Serdar Kaya, vous êtes président de la Confédération des buralistes, comme le disait Maud. C'est une responsabilité importante. Vous vous rendez compte, tous les bureaux de tabac de France sont sous votre, votre présidence, pas vous, sous votre autorité. Et comme on sait, aujourd'hui, dans certaines communes, dans certains villages de France, alors que la présence de l'État a disparu, souvent c'est le bureau de poste qui a disparu, c'est l'école, beaucoup de commerces de proximité, il y a des véritables déserts. Et moi qui me promène toute l'année en France, je vois quelquefois des bourgades qui sont totalement abandonnées. Il reste souvent le bureau de tabac. Alors quelquefois il y a même le bar tabac et quelquefois il n'y a pas le bar tabac. Vous, ce que vous tenez à Compiègne, c'est un bureau de tabac, bar tabac ou que vous êtes que buraliste? Alors je suis buraliste et j'ai aussi la partie qu'on dit humide, c'est-à-dire le bar. Et évidemment on a le bar tabac. La limonade, comme disent les tontons flingueurs dans les films. C'est ça. Et donc buraliste depuis près de 20 ans maintenant et donc et depuis quelques mois je suis à la tête de la Confédération pour les buralistes. Alors, profession essentielle, je disais observatoire sociologique exceptionnel aussi, parce que vous êtes quelquefois les seuls à être sur place, et puis on sait aujourd'hui que maintenant il y a des activités administratives, il y a la poste, donc vous êtes le dernier contact quelque part avec la population et j'allais dire les représentants de l'activité publique. C'est une profession en souffrance aujourd'hui où c'est très disparate, il y a des endroits où ça se passe bien, des endroits où c'est plus compliqué. Alors désormais, c'est compliqué pour l'ensemble du réseau face à ce fléau qui est le réseau de contrebande et de contrefaçon, un réseau illégal qui occupe l'ensemble du territoire. Ça, c'est un impact économique, on est d'accord. Ça, c'est un impact économique. Mais je vous dirais... Les Français nous aiment, les Français aiment les buralistes. Bien sûr. Et ça, on le ressent quotidiennement désormais, parce que ces messages de soutien qu'on a dans nos commerces lorsqu'on exerce, eh bien, on a cet appui et cette opinion qui est en notre faveur. Donc ça, c'est important de le souligner, et je crois que c'est un patrimoine culturel qu'on défend depuis plus d'un siècle, qu'il faut continuer à préserver et avoir une visibilité pour notre avenir. Vous sentez dans le comportement de votre clientèle, dans leur pouvoir d'achat, qu'il y a aujourd'hui une fracture sociale, et vous en êtes quelquefois le témoin, des gens qui font attention, qui finalement vident leur tirelire pour pouvoir s'acheter du tabac ou qui viennent au contraire chercher un peu de réconfort au bureau de tabac, un peu de contact, un peu d'humanité? Je crois que le buraliste, il est aussi là pour être à l'écoute de ses clients et il s'avère que le buraliste qui est en difficulté fait l'effort de venir chez nous et les consommateurs malheureusement se procurent d'une autre manière du tabac désormais. Mais je crois qu'on a vraiment ce lien social qui est essentiel pour les Français parce que on le voit par ce flux, ce quotidien de visite dans nos bars tabac. Eh bien, il y a ce besoin de s'exprimer et malgré ce pouvoir d'achat en baisse, il y a aussi une confiance de leur part. Vous estimez que les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires pour endiguer la contrebande de tabac ou c'est très insuffisant? Moi, je crois que les pouvoirs publics ont fait un vrai travail sur l'accompagnement des buralistes, sur la transformation. Ça, c'est un point qu'il faut souligner absolument. À l'inverse, je dirais que il faut donner les moyens à notre administration de tutelle, la douane, qui fait un travail remarquable avec des opérations Colbert depuis 3 ans qui mettent en avant ce flux de contrebande et de contrefaçon. Donc, je crois que les pouvoirs publics ont cette volonté, n'ont peut-être pas les moyens, et nous on est prêts à travailler avec eux. Et à l'inverse, je dirais, ils nous ont accompagnés dans la transformation, mais on a aussi besoin d'eux. Il faut qu'ils nous tendent la main pour dire, il faut protéger les buralistes. C'est un réseau qu'il faut protéger. Face à cette illégalité qui exerce en totale impunité, on doit travailler pour protéger ce réseau qui est passionnant. Alors évidemment, le prix du tabac, augmentation successive avec des sommes aujourd'hui quasiment faramineuses pour un paquet de cigarettes, est une entrave, j'allais dire, à votre chiffre d'affaires. Vous voyez des gens, comme je vous disais tout à l'heure, qui vraiment se saignent parce qu'ils ont besoin de fumer. Une dépense qui est faite au détriment peut-être d'autres budgets dans leur vie quotidienne, et puis d'autres qui sont plus à l'aise. Si la politique d'augmentation des prix du tabac se poursuit, est-ce qu'à un moment donné, c'est l'activité elle-même qui pourrait être en danger? Est-ce qu'il y a un seuil au-deçà duquel ça sera plus la peine de travailler?
Si vous perdez des clients, vous voyez, si la réduction, parce que là vous avez quand même constaté une réduction de la consommation. Beaucoup. C'était le but d'ailleurs de ces mesures tarifaires. Est-ce que si ça va encore plus loin et que votre clientèle est réduite de 25% ou 30%, est-ce que là c'est un seuil qui pourrait être absolument, j'allais dire, catastrophique pour vous? Il y a une forme de résilience chez les buralistes. Il y a encore un peu de marge, vous voyez. Je pense qu'il n'y a plus de marge à avoir. Il n'y a plus de marge, voilà. Là-dessus, il faut être. Vous êtes à l'os, comme on dit, voilà. Nous étions hier, devant le Sénat pour sensibiliser les sénateurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités s'ils ne veulent pas être à l'issue d'une difficulté de notre profession, qu'il l'est déjà. Donc notre avenir, elle se joue par deux axes. Le premier point, c'est travailler sur un gel de la fiscalité. Tant que nos pays voisins n'ont pas augmenté le prix du tabac, pour nous, on ne retrouvera pas cet équilibre. Incohérence européenne. Complètement. Cette réduction des écarts de prix, cette harmonisation du prix du tabac est essentielle pour nous. On le vit avec la Belgique qui a augmenté ce prix du tabac à 11,50. On retrouve des clients. Cette fiscalité comportementale mise en avant, eh bien, on l'a vu quand les prix augmentaient en Belgique, ils reviennent chez nous. Aux zones frontalières, c'est tragique, on est d'accord. Vous étiez dans les Landes et dans le Pays Basque la semaine dernière, c'est terrible. Terrible. Et à l'inverse, je dirais, dont acte, le tabac, c'est un produit qui est nocif. Nous, on a cette capacité de les accompagner, ces consommateurs, avec des produits qui sont là, avec une alternative de réduction des risques, encadrer la nicotine, faire confiance aux buralistes à tous ces produits qui existent. Et donc là, la Confédération des buralistes, elle travaille, elle tend la main à ses pouvoirs publics, aux parlementaires pour aller dans ce sens-là et pour être l'alternative au tabac par les buralistes. Eh bien écoutez, on vous félicite parce que là, en plus, vous ajoutez une mission sanitaire au-delà de votre mission sociale et économique. Bon, on souhaite longue vie aux buralistes parce que c'est quand même une profession. C'est un lien social, un des derniers liens sociaux dans certaines communes, et on tient beaucoup à votre survie. Voilà, j'espère. On vous rappellera pour suivre cette actualité. Merci à vous. Merci Sandra Kaya. Et demain, Sud Radio sera sur le stand des buralistes, si je ne me trompe pas, au Salon des maires. Exactement, vous êtes sur notre stand. Avec Jean-François Ekili. Exactement. Super, avec à demain. Et vous restez avec nous, on reçoit Géraud Verny, le député qui a été rappelé à l'ordre par Madame Braun-Pivet pour avoir demandé à Madame Rousseau de ne pas hurler. Et pour réagir, 01 53 92 22 60. À tout de suite. Madame Rousseau, est-ce que vous pourriez éviter d'hurler quand vous prenez la parole? Vous nous cassez les oreilles. Ou à défaut, est-ce que vous pourriez baisser le micro? Ça, c'est pas acceptable. Je vous rappelle à l'ordre immédiatement. Et votre appel au règlement est terminé. Vous avez un rappel à l'ordre. C'est insupportable. C'est honteux. Je ne tolérerai aucune attaque sexiste dans cet hémicycle. C'est fini. C'est fini. C'était mercredi dernier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le député UDR Géraud Verny, rappelé à l'ordre par la présidentielle Braun-Pivet pour avoir demandé à Sandrine Rousseau de parler un peu moins fort, ce qui selon certaines mœurs serait apparemment sexiste. Alors quelles étaient les intentions de Géraud Verny? Eh bien on en parle tout de suite sur Sud Radio. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Géraud Verny, merci d'être sur Sud Radio. Bon, vous êtes sur la sellette. Moi, j'aime bien vous entendre parce que vous avez été mise en cause. C'est violent quand même, sexisme. C'est peut-être fondé, c'est peut-être pas fondé. On a vu, alors on aurait dû également écouter la prestation de Sandrine Rousseau. Et c'est vrai que sur les bancs de la gauche extrême ou de l'ultra-gauche, quelquefois il y a des propos véhéments, il y a même certains propos qui sont allés très loin, qui ont été rappelés à l'ordre, il faut le reconnaître aussi. Là, ma seule question est, alors je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est vrai que sur le fond, dire à quelqu'un, arrêtez de hurler, c'est peut-être une attaque un peu personnelle, ensuite vous nous cassez les oreilles. Admettons que votre propos soit sujet à un commentaire. Mais ce que j'ai pas compris, c'est en quoi c'est sexiste, puisque ça aurait été un homme, les termes auraient été les mêmes. Tout à fait. Vous auriez pu dire à Monsieur Coquerel, enfin il hurle pas Coquerel, lui, non. Mais enfin il y a d'autres, Monsieur Delogu, vous auriez pu arrêter de hurler, voilà. Et là, tout de suite on vous taxe de sexisme. Vous admettez la comparaison ou non, l'allusion? Non, mais je comprends pas. En réalité, c'est plutôt une tempête dans un verre d'eau parce que, si vous voulez, il faut regarder les choses de façon très factuelle. Premièrement, il y a un vrai problème de bruit dans l'hémicycle. C'est quelque chose qui est reconnu. Ce que les gens ne savent pas. Les auditeurs, voilà, moi j'ai été à l'Assemblée, je sais ce que c'est. Tout à fait. Et les personnels de l'Assemblée se plaignent d'ailleurs de ce bruit, et on est au-delà des normes réglementaires concernant la santé au travail. Donc c'est une réalité. On est à un moment du budget assez intense. On siège depuis des semaines et des semaines. Les esprits s'échauffent. Après, je demande à Madame la Présidente, Yael Braun-Pivet, de
de pouvoir faire moduler aussi les micros, parce que c'est possible. C'est ce que je demande dans ma phrase. Je demande à Madame Rousseau d'arrêter de hurler, ou à défaut qu'on baisse le son, tout simplement. Voilà, donc c'est pas dirigé vers Madame Rousseau spécifiquement, c'est le brouhaha qui est dénoncé. Madame Yaël Braun-Pivet, un an avant, avait demandé à la France Insoumise sur Twitter d'arrêter de hurler. Voilà, donc le mot hurlement, c'est pas un mot qui sort nulle part, c'est que vraiment, véritablement, il y a des hurlements. Et donc c'est un problème de décibels. Donc pour utiliser, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Quand je dis vous nous cassez aux oreilles, j'aurais pu dire vous nous faites mal à la tête. Oui. En l'occurrence, faites moins de bruit, parlez moins fort. Enfin, il y a 1000 façons de faire. Cela étant dit, ce qui est plus dérangeant. C'est que au-delà de cette anecdote, parce que on est dans le domaine de l'anecdotique. Alors, Madame Braun-Pivet fait un rappel à l'ordre. Bon, il paraît qu'il y a des conséquences financières qui sont attachées. Alors, si j'allais vous poser la question, la sanction consiste en quoi, le rappel à l'ordre? Écoutez, normalement, il y a plusieurs grades dans le rappel à l'ordre. Je ne sais pas, je sais même pas si ça a été. C'est votre premier ou vous avez déjà eu un? Non, c'est mon premier parce que je suis un. Vous êtes gentil, discipliné. Exactement. Non, ce qui est plus dérangeant, c'est qu'il y a eu des attaques ad nominem extrêmement violentes de la part de l'extrême gauche qui n'ont pas été sanctionnées. Notamment ma collègue Hanan Mansouri, qui a été traitée de caution par un député de la France Insoumise, Hanan Mansouri, qui est d'origine marocaine, qui était traitée de caution quand elle montait à la tribune. Yaël Braun-Pivet a considéré que c'était pas grave. Ah oui, la diversité a deux poids. Si elle est à gauche, elle est légitime, et si elle est à droite, ça devient une caution politique. Exactement. On a un député communiste qui a expliqué que potentiellement le communisme ferait encore plus de morts à l'endroit de mon collègue Olivier Fessa. Oui. C'est quand même grave. Olivier Fessa qui rappelait que le communisme avait fait 100 millions de morts. Un député communiste lui répond qu'il faudrait faire attention parce que peut-être ce bilan pourrait s'alourdir. Pas de rappel à l'ordre non plus. Bon. Et dans l'échelle des gravités, on n'est pas tout à fait sur le même plan. Donc demander à quelqu'un de parler un petit peu moins fort pour la qualité des débats, c'est mal. Traiter une députée d'origine marocaine de caution, c'est ok. Expliquer que potentiellement il faut faire attention parce que le communisme pourrait générer plus de morts, c'est ok aussi. Donc c'est plutôt ça qui me dérange. Donc vous considérez qu'il y a un peu de poids, de mesure? Complètement. En fait, il y a une soumission à minima une soumission, voire une complaisance de la présidence de l'Assemblée à l'endroit de l'extrême gauche. Et ça, c'est gênant. Pourtant, on sent, monsieur le député, de ce côté de l'hémicycle, le groupe Rassemblement National et UDR. UDR, pour moi, c'était le parti gaulliste quand j'étais gamin. Toujours. Union de la Défense de la République, c'est pour ça, qui était le parti majoritaire et qui était du temps du général de Gaulle. Et donc, Éric Ciotti a repris de façon tout à fait légitime, d'ailleurs. Il n'y a pas de personne n'a été propriétaire. Non, on sent une précaution de tenue. Vous êtes en costume cravate, vous êtes tous élégants, tels que j'ai toujours vu les députés à l'Assemblée nationale jusqu'à il y a quelques années. Vous essayez de soigner votre expression. Voilà, il y a rarement de débordement. Bon, quelquefois dans le débat, il y a une tension, il y a un petit peu de. Voilà, là vous êtes vraiment fustigé comme un. Alors sexiste. En plus, Madame Braun-Pivet a l'air très en colère. C'est fini, comme s'il y en avait tous les jours ou qu'il y en avait régulièrement. C'est pas le cas non plus, on est bien d'accord. Absolument pas. Alors le groupe UDR a une vraie spécificité, c'est que nous sommes un parti où il y a comme 75% des députés qui sont issus du monde du privé, beaucoup de chefs d'entreprise. Je suis moi-même chef d'entreprise, je dirige un groupe industriel. Rappelez-moi votre circonscription. 14e des Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône. Donc, bah oui. Circonscription sensible, hein. C'est-à-dire. Sociologiquement, vous succédez à qui? Vous avez à une députée macroniste. Macroniste, voilà. C'est une circonscription qui bascule en fonction des résultats majoritaires. Donc député de terrain, et vous connaissez ce qu'est la fracture sociale, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Tout à fait. Voilà. Ça vous empêche pas d'être en cravate, vous êtes quand même assez proche des gens du terrain et du peuple. Tout à fait. Aucun rapport, mais au contraire, je pense que c'est respecter nos électeurs que de les représenter le plus dignement possible. Donc oui, on essaye d'apporter de la qualité au débat systématiquement. On argumente beaucoup. Il y a un travail qui est mené par l'UDR où on organise énormément de colloques d'ailleurs pour faire avancer le débat sur les questions fiscales, de façon majoritaire, sur l'économie en général et sur la défense des entreprises. C'est vraiment nos axes. Du coup, vous n'avez pas pu formuler votre observation au règlement. Ça vaut
le coup de la rappeler ou non? C'était vraiment un détail technique, si je peux dire, ou c'était une... Écoutez, je sais pas la suite qui sera donnée. Non, mais elle vous dit, il n'y a plus de rappel au règlement. C'était quoi votre rappel au règlement? C'était uniquement, justement, la possibilité d'avoir des débats paisibles. Ah, d'accord. Parce que je considérais que l'intervention nuisait à la qualité des débats. Donc votre propos, c'était l'illustration de votre appel au règlement qui finalement n'a pas été entendu. Tout à fait. Bon, peut-être que finalement cette altercation et cette sanction que vous allez subir permettra peut-être à l'Assemblée nationale, aux représentants de la nation, de modérer un petit peu leur ton, parce que on est quand même, pour les Français, je peux vous dire, et quelle que soit leur opinion politique, les gens vous disent l'Assemblée nationale, c'est quand même les représentants de la nation, c'est les députés de la nation. On attend un petit peu plus de sérénité, de tenue, même s'il peut y avoir des échanges véhéments. Et dans l'histoire, il y a même eu des coups de feu, des menaces de mort. Mais là, vu l'importance du débat et la tension qu'il y a dans le pays, on attend un peu plus de sérénité. Ça, je pense que c'est quelque chose à... Oui, mais vous savez, j'ai reçu des milliers de marques de soutien, vraiment des milliers de personnes qui me disaient que effectivement, c'était bien de rappeler que on n'est pas dans une cour de récréation et qu'il faut être capable de mesurer ses propos et la façon dont on les prononce. Et c'est ce que je fais remarquer à ce moment-là. C'est-à-dire, essayons d'avoir un débat et une expression de ce débat qui soit à la hauteur des enjeux. Et les enjeux sont graves, parce qu'effectivement, c'est le quotidien des Français, c'est la fiscalité dans sa globalité, donc c'est les perspectives économiques, etc. Donc c'est des enjeux qui touchent le quotidien des Français dans leur ensemble. Vous aviez des relations, j'allais dire, normales de parlementaire avec Sandrine Rousseau, vous vous croisez à la buvette ou autre, ou non, pas vraiment? Tout à fait. Et vous vous êtes vu depuis, d'ailleurs, vous vous êtes recroisés depuis? On n'a pas eu l'occasion de se recroiser depuis, mais si vous voulez, moi j'ai des relations cordiales avec tout le monde, je respecte l'intégralité des députés, je combats farouchement et effectivement l'idéologie d'extrême gauche, mais je combats l'idéologie, je combats pas les hommes, donc je combats l'extrême gauche, mais je respecte les personnes, bien évidemment. Bon, en tout cas, sur ce plateau, vous vous êtes comporté très correctement. C'est gentil. J'espère que j'ai pas hurlé. Non, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Soignez votre langage, monsieur le député, faites attention à ce que vous dites, voyez, ne provoquez pas la colère, l'ire de Madame Braun-Pivet, qui essaie de présider l'Assemblée nationale, mais qu'elle veille aussi à ce qu'il y ait beaucoup de sérénité. C'est aussi son rôle, je pense, de veiller à cela. Je pense aussi. Merci d'être venu sur Sud Radio. Merci beaucoup. Restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Louis Osalter, auteur de La Foudre et les Cendres aux éditions L'Observatoire. On parlera d'Emmanuel Macron et de sa fin de règne un petit peu difficile. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas. J'avais oublié que j'avais demandé cette chanson de Jacques Brel, Ne me quittez pas, c'est pour ça que j'ai chevauché, je disais chronique d'un effondrement annoncé. C'est l'esprit de votre livre, Louis Osalter, La Foudre et les Cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, aux éditions de l'Observatoire. Alors, on va pas cacher la vérité, on a été collègues et confrères à Marianne, y compris avec Étienne Campion, qui a écrit Le Président Toxique. Décidément, voilà, la génération Marianne s'occupe de très près avec des ouvrages passionnants sur cette présidence étonnante. Quand même, voilà. Et donc vous faites un décryptage effectivement de ce long délitement en décryptant les phrases. Vous avez contacté beaucoup de gens. Il y a des informations précises et précieuses. On voit le journaliste d'investigation politique. On voit les portes qui vous ont été ouvertes quand même parce que les gens se sont confiés à vous. Je pense que vous modulez ensuite le propos de certains. Au début de votre ouvrage, au début du livre, La Foudre et les Cendres, il y a une phrase de Georges Pompidou qui reste pour l'instant donc une référence de stabilité présidentielle et de cohérence politique. Lorsqu'on a la responsabilité de gouverner un peuple, on n'a pas le droit de le précipiter dans l'inconnu sous prétexte que c'est amusant de détruire et que ce qui viendra après pourrait peut-être meilleur. C'est une phrase terrible et elle s'applique totalement à la configuration à laquelle est en train de nous habituer Emmanuel Macron. Oui, c'est une phrase du Nogordien. Évidemment, elle est écrite dans un tout autre contexte, mais quand vous voyez ne serait-ce que la dissolution de l'Assemblée nationale, ça vous rappelle furieusement cette phrase, ce côté, ce côté où en fait, et c'est ce qui a expliqué que personne ne comprenait vraiment la décision du président,
qui était de choisir la bascule dans le vide plutôt que la situation ex ante. Pas que sa situation était flamboyante au début de son deuxième quinquennat. Vous savez, en 2022, il est réélu face à Marine Le Pen à l'issue d'une sorte de non-campagne présidentielle. Oui. Les Français le sanctionnent en fait avec cette majorité relative. Ensuite, comme s'il disait d'accord pour 5 ans de Macron de plus parce que c'est Marine Le Pen en face, mais pas d'accord pour 5 ans de plus de macronisme. Et je pense que là, il y a un grand malentendu parce qu'Emmanuel Macron a quand même voulu appliquer son programme, à commencer par la réforme des retraites. Il s'est retrouvé dans une situation où lui s'est senti cornérisé. Mais si le problème était posé, ça ne veut pas dire que la solution avec laquelle il a répondu au problème était la bonne, à savoir cette dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que ça rappelle furieusement cette phrase. Alors le fil rouge de votre livre, c'est une très belle enquête, hein, et c'est un document en soi. Et évidemment, il porte sur les effets primaires, secondaires, tertiaires, collatéraux et autres dégâts de cette dissolution qu'on peut qualifier de tragique. Vous en expliquez le contexte, comment il la pressent, il commence à en parler, ceux qui savent pas, ceux qui le supplient quasiment à genoux de ne pas commettre ce suicide, ceux qui se disent on va tirer les marrons du feu, les conseillers de l'ombre, les visiteurs du soir qui viennent, eux, en lui disant tu vas voir, tu vas dégoupiller une grenade, et va utiliser la formule d'ailleurs de la grenade. Le calcul, c'est quoi en fait, en gros, et Édouard Philippe, enfin tout le monde a disserté. L'idée, il y a bien sûr le désaveu de l'électorat. Il ne pensait pas qu'il descendrait à 14%. Alors on s'est dit, il va se venger du peuple puisque c'est ça. J'ai dit sous, en même temps il dit... Vous avez l'air de retirer ma confiance, de me retirer votre confiance. Je vais vous donner l'occasion de me la redonner. Et puis, si, tel que c'est prévu, le Rassemblement national obtient une majorité très relative ou absolue à l'Assemblée nationale, eh bien, on lui confie la patate chaude, le gouvernement. Quelque part, ils se prennent les pieds dans le tapis. On se débarrasse de Le Pen ou de Bardella. Et en 2027, même s'il peut pas se représenter, eh ben, on arrive tout vierge et on garde le pouvoir. C'était un petit peu ça le calcul initial. Alors, il y a plusieurs calculs. Le plus stupéfiant, c'est qu'au moment où il dissout l'Assemblée, Emmanuel Macron pense gagner. En tout cas, il pense qu'il y a un scénario extrême, peu probable certes, mais dans lequel il pourrait renverser la situation. Il compte sur son équation personnelle. Il dit 20%, il est sûr de 20%, qui n'est pas un triomphe non plus. Il dit son socle est à plus de 20%, il parle de son socle personnel. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est persuadé que son image propre peut renverser une situation politique. Ça dit quand même beaucoup de son attitude, sa personnalité et puis sa confiance en lui-même et à ce qu'apporte sa propre personnalité. Bon, il faut se mettre à sa place, il faut se mettre dans sa tête. Emmanuel Macron ne s'est présenté qu'à 2 élections dans sa vie, c'était des présidentielles, il les a gagnées. Peut-être qu'en effet, ça engendre un excès de confiance une croyance en sa propre étoile, mais il dit, pour se justifier après coup de la dissolution, il dit beaucoup, je suis allé au peuple, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir donné la parole au peuple. C'est vrai. Sauf qu'au moment où il le fait, le peuple venait précisément de voter. Oui. Il venait de voter, et il venait de voter pour le Rassemblement national, arrivé largement en tête de l'élection européenne, là où effectivement la liste macroniste prenait un sacré gadin. Donc déjà, il y a ce premier élément d'incompréhension. Pourquoi convoquer le peuple à un moment où le peuple vient d'envoyer précisément un message à ses dirigeants, à une période où en plus on arrive dans l'été, il y a des Jeux Olympiques qui se dessinent, le quinquennat, tout ça et tout ce raisonnement est assez curieux. Donc il y a ce scénario, ce premier scénario dans lequel il pense que sur son équation personnelle, il peut renverser la table et qu'il y a un coup à jouer, et il y a le scénario alternatif auquel évidemment il ne peut pas ne pas penser au moment où il dissout, qui est la cohabitation. Effectivement, un Rassemblement national au pouvoir, avec certains interlocuteurs qui, en amont et plusieurs mois avant, lui faisaient voir quels avantages il pourrait retirer de la situation, c'est-à-dire jouer au président sphinx, une sorte de Mitterrand face à Chirac ou à Balladur, qui considère hautement la situation en disant, regardez... Les précédents présidents sont toujours sortis gagnants de la cohabitation, qui était une configuration difficile pour le Premier ministre. Sauf qu'ils se sont toujours présentés après. Mitterrand en 88, c'est comme ça qu'il est réélu. Il y a une élection derrière. Après la cohabitation Jospin. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas d'élection derrière, et c'est pour ça que ce scénario, c'est quand même le plan B dans l'esprit du président, parce que ça aurait quand même été un curieux crépuscule que celui de voir ses adversaires au pouvoir pendant que lui était impuissant à l'Élysée et sans possibilité de mener une campagne derrière. Alors, cette dissolution n'est pas seulement... On sent quand même qu'il a envie de cocher les cases du gaullisme. J'ai appuyé sur la case dissolution, il resterait référendum peut-être et monte. Bon, il a
a fait ensuite différentes tentatives. On sent qu'il expérimente. Cette dissolution, elle ne semble pas seulement intervenir comme une réponse à l'électorat. Vous ne m'aimez plus, mais voilà, on va essayer de faire mieux. Redonnez-moi votre confiance. Il y a aussi une petite opération de nettoyage et de remise des points sur les i à l'intérieur de sa propre majorité. Gabriel Attal est la première victime. Gabriel Attal qu'il a nommé au mois de décembre et dont il se rend vite compte que finalement c'était pas un bon choix. Le Premier ministre l'agace. Et même dans sa majorité, dans les parlementaires, et Madame Yael Braun-Pivet également, on sent que cette dissolution va dégager un petit peu tous ces gens-là. Vous m'avez pas assez aimé, eh ben je vous punis en dissolvant. Les conséquences en cascade, elles sont d'abord pour ses propres alliés politiques, ou en tout cas ceux qui l'étaient. Et en effet, la première victime collatérale, c'est Gabriel Attal, et en fait c'est une exécution. Qui le vit très mal, nous sommes d'accord. Évidemment, bien sûr, et qui n'a toujours pas compris, qui n'a toujours pas digéré quelque part cet épisode-là. Ça lui a coupé les... C'était celui qui s'envolait dans les cimes de la popularité politique, de la notoriété, du prestige, parce que ça a été le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Et Emmanuel Macron lui coupe les ailes avec cette dissolution. Vous parlez du dîner du 10 juin 2024. Oui, le titre de votre chapitre, c'est le lendemain de cuite. Ils sont tous là, les trois premiers, les trois patrons de sa majorité. Attal, Bayrou, donc Édouard Philippe. Et alors Bayrou avait suggéré une dissolution, mais pas tout de suite. Au moment du budget, s'il y avait un blocage, là, il y avait une légitimité, puisque la dissolution, rappelons-le, elle doit intervenir en période de crise. Alors là, c'est juste un désaveu électoral sur une élection qui n'est pas une élection intérieure à la politique française, mais européenne. Et puis Gabriel Attal, qui venait de tomber depuis 5 mois, qui avait à peine fait ses preuves, qui se voyait quand même jusqu'à la fin de l'année, ou peut-être la fin du quinquennat en poste. Et hop, je dégage tout le monde, après moi le déluge, et on va voir ce qui va se passer. Alors ça, c'est très caractéristique de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron. Et en effet, je raconte, c'est à scène d'ouverture du livre, ce dîner. Donc on est au lendemain de la dissolution. On est le lundi 9 juin. Emmanuel Macron reçoit en effet les chefs de parti de ce qui était sa majorité, donc à commencer par Philippe Bayrou Attal. Son but, lui, c'est de parler de la campagne qui s'ouvre, c'est-à-dire de ces élections législatives qui stupéfient tout le monde et pour lesquelles il y a 3 semaines pour faire campagne avant le premier tour. Sauf que ceux qui sont là, mais avec tout le respect qui est dû à la fonction du président, vont quand même lui faire comprendre qu'il y a un problème avec la décision qu'il a annoncée 24 heures auparavant. Un Gabriel Attal qui est évidemment le premier sacrifié et qui en fait se vengera en prenant la tête de la campagne, en s'emparant du groupe à l'Assemblée et surtout en s'emparant du parti Renaissance et du magot qui va avec, parce que c'est un parti qui est riche. Parler, bien sûr. Édouard Philippe qui a toujours dit dès le début et publiquement que cette dissolution était une très mauvaise décision, et un François Bayrou qui lui explique qu'il faut démacroniser la campagne. Alors en voilà, ces termes. Voilà, il lui explique tous les trois, ok, on est dans le fait accompli, par contre tu n'interviens pas, tu ne t'en mêles pas, tu nous laisses faire, parce que ton image est tellement catastrophique que tu vas nous faire perdre. Et là, c'est lui qui tombe de haut. Lui tombe de haut, et d'ailleurs la preuve, c'est qu'il commence à faire campagne lui-même à ce moment-là. Il fait une conférence de presse, j'y étais, donc il nous convoque, les journalistes. Il s'en trahit quasiment, en disant, lâché, bien sûr. Et puis alors, il commence à dévoiler quelques lignes d'un programme, à s'exprimer sur la situation politique. Bref, c'est une campagne où lui voulait être au centre du jeu. Et en fait, on voit qu'assez rapidement, il se retire de ce rôle-là, que c'est Gabriel Attal qui investit ce rôle-là, parce qu'en effet, il comprend que ce n'est pas lui qui va pouvoir renverser la tête, que les Français n'ont pas compris cette décision, et que par conséquent, voir des candidats macronistes sur le terrain, ceux dont ils entendent parler, ils demandent mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Et eux sont bien normal de l'expliquer. Nous sommes avec Louis Alter, auteur de La Foudre et les Cendres. C'est la chute, du règne Macron. Surtout, vous nous appelez au 01 53 92 22 60 si vous avez envie d'intervenir. Et je crois que vous avez envie d'intervenir et de discuter avec Louis Alter sur ce qui est en train de devenir la Macronie. Tout de suite, on vous retrouve sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Louis Osalter, journaliste politique au Figaro, auteur de La Foudre et les Cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite et d'une fin de règne, j'allais dire douloureuse et compliquée pour lui. On en était tout à l'heure à la dissolution. Donc la dissolution, il y a 2 options. Soit il regagne la confiance du peuple français, si je peux m'exprimer ainsi, et il retrouve une majorité plus confortable que celle qu'il avait. On va revenir sur cette majorité relative qu'il aurait pu gérer différemment, et beaucoup de gens l'ont suggéré. Ou alors on joue le tout pour le tout, on perd les élections, le RN gagne les élections législatives, on lui confie évidemment normalement l'hôtel Matignon avec une petite subterfuge, pas Jordan Bardella, à Marine il y avait un plan. Alors soit elle accepte et c'est elle qui a la patate chaude, du coup le petit Bardella il peut être vexé, soit elle refuse et il dit et ils veulent pas sous prétexte que alors non, le stratagème il est mis à mal par une idée de dernière. D'abord
il ne soupçonnait pas que la gauche avait cette capacité de recomposition avec le nouveau Front Populaire. Absolument. C'est vrai qu'il s'insultait l'avant-veille, voilà. Absolument. Ce qui est aujourd'hui à nouveau le cas. Mais il y a un pansement qui s'appelle le NFP, et la gauche arrive unie à l'élection législative de juillet 2024. Ça, il s'y attendait pas. Et surtout, alors j'allais dire, le coup de poignard stratégique, le Front républicain, Attal et Ruffin, récupérés par Mélenchon, je vous expliquais, acceptent de dire barrage. Alors là, barrage sanitaire. Ils vont gagner. Peuple français, réveille-toi. Et on demande à des électeurs de droite, même très à droite, de voter pour des candidats de gauche très à gauche. Et à des électeurs de gauche très à gauche de voter pour des électeurs du centre de droite très à droite. Et là, évidemment, ça fout le stratagème en l'air, puisque le RN n'a pas la majorité et on a une assemblée totalement ingouvernable qui a explosé. Alors sur ces législatives, parce que c'est vraiment l'élection où rien ne s'est passé comme prévu, en effet. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, à ce journée d'élection des dupes. Oui, c'est ça. C'est vraiment la journée des dupes en amont de cette élection. Emmanuel Macron compte en effet sur la division de la gauche. Et c'est vrai, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est quelques mois après le 7 octobre 2023 et les attentats islamistes du Hamas. La gauche est en train de se déchirer comme jamais entre les Insoumis, Glucksmann, le PS, etc. Et ça a repris, comme on le disait. Et dans la magie, voilà. Et donc Emmanuel Macron est persuadé quel est le plan d'Emmanuel Macron très précisément. Il pense que la gauche se divise, que donc la gauche n'est pas au second tour de ces législatives, que donc le second tour des législatives dans la plupart de ces circonscriptions voit des duels entre le Rassemblement national et les macroniens. Et les macronistes. Ce qui va devenir le socle. Schéma qu'il connaît par cœur. Qui est plausible. Comme ça en 2017 et en 2022. Qui est plausible. Et qui pourrait être plausible sur le papier. Sauf que se passe-t-il? Le nouveau Front Populaire se forme en quelques heures seulement, juste après la dissolution. Comme quoi la gauche préférera toujours les sièges, en tout cas le sauvetage des sièges à l'Assemblée aux grands principes qu'elle se donne parfois. Donc il y a cette reformation d'un bloc de gauche qui est assez puissant à ces législatives et qui sera d'ailleurs la première coalition à l'Assemblée nationale au lendemain, mais sans avoir une majorité absolue, bien sûr. Et puis il y a le second tour dont vous parlez. Effectivement, au second tour, Macron et Attal ne sont pas d'accord. C'est quand même important de le souligner. Le soir du premier tour, donc comme prévu, il y a un gadin pour la Macronie. Ils sont souvent troisième, mais il y a beaucoup de triangulaires, donc beaucoup de possibilités de se maintenir au second tour. Énormément de triangulaires. C'était complètement avec une perspective au RN, au final, à 240, 260, voire majorité absolue. Donc les projections des stratèges macronistes, c'est de voir que s'ils ne font pas de retrait organisé avec la gauche, eh ben le Rassemblement national pourrait avoir une forte majorité, et surtout eux vont disparaître, parce que ça n'a pas été beaucoup dit sur le Front républicain, mais ce Front républicain, il n'a pas d'abord sauvé la gauche, il a d'abord sauvé la Macronie. Il a d'abord servi de marchepied aux macronistes pour se maintenir à l'Assemblée nationale. Parce que le résultat initial devait être bien plus catastrophique que ça. Malgré tout, cette ancienne Macronie arrive quand même presque avec, en tout cas, un nombre d'élus plus important. Il suffit de voir l'élection du président de l'Assemblée nationale. Chassaigne fait 205 voix et Braun-Pivet 222. Donc quand la gauche dit on a gagné les élections, la présidence à l'Assemblée prouve que non. Alors est-ce que dans ce stratagème il n'y a pas la vengeance de Gabriel Attal qui dit ton plan c'était de me dégager et puis de mettre le RN au pouvoir, comme ça effectivement tu leur passes la patate chaude, ils se débrouillent avec Matignon et puis ils se prennent un gadin, et je vais te torpiller ton projet. Est-ce qu'il y a peut-être une idée de ça? Bien sûr, et puis il y a aussi du marketing politique derrière. Gabriel Attal, alors évidemment il a un moment d'accablement au moment où il se fait dissoudre avec la dissolution, c'est le premier dissous évidemment, le 9 juin 2024. Il remonte assez vite sur son cheval avec cette idée de dire au fond je serai plus Premier ministre mais je vais être la tête de gondole de la campagne. Ce qui est vrai, les macronistes à l'époque ne veulent plus entendre parler d'Emmanuel Macron et se tournent vers Gabriel Attal qui conserve à l'époque une certaine popularité et liée aussi à son passage à l'Éducation nationale et à Matignon. Ils mettent sa tête sur leurs affiches pour essayer de se sauver. Et Gabriel Attal en profite. Alors là Macron est évacué de la campagne, on est bien d'accord. Mais dès le lendemain. Dès le lendemain, moi je suis au téléphone avec des... ils ne se souviennent plus de qui est celui qu'ils mettaient sur leurs affiches en 2017 et qui leur a permis d'être élu au passage. Qui rappelle que c'est à lui qu'ils doivent tout. Et évidemment. Bon, voilà. Et donc là, vous commencez la relation d'amour-haine entre Macron et les macronistes qu'on voit toujours à l'œuvre aujourd'hui. Gabriel Attal, lui, monte sur son cheval. Et en effet, au soir du premier tour, quand le RN arrive en tête dans beaucoup de circonscriptions aux législatives de 2024, Gabriel Attal prend ses accents solennels sur le perron de Matignon. Il entame le refrain antifasciste qui est hérité de sa jeunesse. Il a passé une partie de sa jeunesse au Parti socialiste. Faut pas l'oublier. Il a milité au PS quand il était étudiant à Sciences Po. Mais c'est aussi une partie du marketing politique. Il pense qu'il peut se reconstruire une image comme celle-là
et enfoncer un coin avec le président. Ça implique de se marier avec le diable, hein, parce qu'il faut que il faut que Jean-Luc Mélenchon soit d'accord. Et qu'il va être d'accord. C'est ce qui lui est reproché d'ailleurs, c'est qu'il fait aussi élire au passage des candidats à LFI. Pourquoi la France Insoumise et la gauche en général acceptent ce pacte un peu contre nature de dernière minute Parce que c'est aussi un moyen pour eux de préserver Ils vont sauver des sièges sièges également. Ils vont même en gagner, parce que les groupes de gauche, pour la plupart d'entre eux, donc tout le monde est plus gagnant. nombreux à ce moment-là. Grand gagnant donc le PS. c'est un pacte gagnant-gagnant sur le dos du Rassemblement national et ses électeurs. Grand gagnant le PS. Oui, grand gagnant le PS dans le nombre de députés, et qui d'ailleurs est devenu pivot, et on le voit avec les épisodes. Et qu'ils doivent quand même au fait que la France Insoumise ait accepté de leur donner des circonscriptions gagnables à leur détriment, mais ça consolidait le front de gauche. Aujourd'hui, le résultat de cette... alors déjà, ce que me disent les gens quand je les rencontre dans la rue, Front républicain, on a voté pour le Front républicain en se pinçant le nez, que ce soit de droite ou de gauche. Mais quand on fait un Front républicain, ça veut dire qu'on va à l'étape suivante, on gouverne ensemble. Ouais, ce qui est pas et là, les Français comprennent. Ah non, c'était juste pour barrer la route au RN. Après, on prend les couteaux et on continue à s'égorger. Mais on voulait juste pas que le RN gagne. Les gens sont furieux. Vous avez senti cette impression-là Bien aussi. sûr, Là, et le Premier ministre nommé en septembre 2024 est Michel Barnier, alors homme estimable, expérimenté au demeurant, qui a rassuré d'ailleurs une partie de l'électorat, mais qui est issu d'un groupe qui a une quarantaine de députés à l'Assemblée nationale, qui est revenu mais ça, c'est le jeu parlementaire de la démocratie. Voilà. C'est contesté par tout le monde. C'est l'Assemblée qui décide, elle est souveraine. Voilà, s'ils s'entendent entre eux, ils s'entendent entre eux. C'est pour ça qu'on est dans un moment parlementaire, mais pour autant, pour une fois, dans cette 5e République. Oui, d'accord, mais que retiennent les gens quand ils voient les algarades, la discussion envenimée sur le budget actuellement? Que donc personne ne se met d'accord, que l'intérêt général n'est pas pris en compte par les parlementaires, mais surtout... Beaucoup d'entre eux pensent que c'est la faute du président, parce que c'est lui qui a dissous. Et c'est cette décision qui a conduit une assemblée ingouvernable. Et que l'enjeu présidentiel de 2027 est déjà dans les négociations. Et c'est ça qui pourrit tout, quelque part. C'est pour ça que le moment ne sera jamais vraiment parlementaire, c'est parce que l'élection prédominante reste la présidentielle. En fait, cette dissolution, elle aura servi à souligner les failles d'une 5e République qu'on croyait pas infaillible, mais assez solide, assez cohérente. Et là, on se retrouve avec une 5e que le général de Gaulle et ses auteurs, Michel Debré, Jean Foyer, est conçue pour la stabilité. Et on a une configuration qui est pire que la 4e République. Oui. D'ailleurs, à la fin de votre livre, vous dites on est en phase 1958. On va y revenir dessus. Oui, je fais un parallèle parce qu'il est beaucoup fait en ce moment. Et en effet, je termine là-dessus. Alors, j'écris un parfum de 1958, point d'interrogation. Oui, c'est pas tout à fait les mêmes paramètres, mais ça, en tout cas, en vision, ça s'y ressemble. Oui, parce qu'il y a, honnêtement, au niveau contextuel, il y a pas la guerre d'Algérie. Voilà, d'accord. On est presque à la guerre d'Algérie aussi. Bon, j'exagère évidemment, mais on a un sujet algérien. Mais surtout, on a une crise économique et financière. On a une crise du personnel politique. Et je pense que le nœud est là. Je pense que les institutions, elles tiennent. Elles sont malmenées et pourtant elles tiennent. Alors la 5e République qu'on a actuellement n'est pas celle du général de Gaulle, puisqu'on est en République quinquennale, ce qui quand même a changé énormément de choses. La Constitution a quand même été modifiée 23 fois, voilà, je crois, et l'esprit du 23 octobre 58 n'est pas tout à fait préservé dans son origine, dans son authenticité. Je ne saurais mieux le dire que vous, Perico. Donc il y a évidemment ces paramètres-là qui sont modifiés. Et Emmanuel Macron, quelque part, est pris au piège de cette 5e République quinquennale où tout est indexé sur le mandat présidentiel et donc le président. C'est la temporalité qui guide l'action politique et donc tout le monde se tourne vers un seul acteur censé résoudre tous les problèmes et il n'y a pas de respiration démocratique pendant un quinquennat. Bon, certes, il y a des élections intermédiaires mais de moins en moins de participation et on ne renouvelle pas les parlementaires qui font la loi au cours d'un quinquennat. Donc je pense qu'il est pris à ce piège-là et qu'il l'a identifié. Pour autant, des institutions, ça tient du moment qu'on ne les malmène pas trop. Et c'est vrai qu'aller consulter le peuple juste au soir d'une soirée électorale, il y avait quelque chose de baroque. Le général de Gaulle concevait la dissolution comme un instrument de résolution de crise. Il l'a fait en 1962 quand il y a eu une crise avec le Parlement sur l'élection du président de la République au suffrage universel. Il dissout, il gagne les législatives derrière et il arrive à imposer sa réforme de la Constitution. En 1968 également, en pleine crise de mai 68, le général de Gaulle dissout et on se retrouve avec cette chambre parfaitement justifiée parce que à ce moment-là, il y a en effet un conflit de pouvoir, un conflit de légitimité et un président qui dit à ce moment-là, il faut retourner au peuple et c'est le peuple qui tranchera. Mais si vous voulez, cette résolution, cette dissolution par sur la peur, évidemment, on comprend très bien, mais ça a marché. Ça a marché, mais ensuite on arrive, les deux dernières dissolutions, là pour le coup, c'est le mauvais cholestérol quelque part. 95, 2024, on a des points communs, et puis surtout on a un point commun flagrant, ce sont des dissolutions ratées parce que faites pour de mauvaises raisons. Elles sont pas légitimes, elles sont marketing, elles sont même pas stratégiques, elles sont tactiques. Quelque part, il y a un aspect confort. Et ça leur pète au nez. On continue à discuter, j'allais dire là, si je peux m'exprimer ainsi, la chute de la Macronie avec Louis Osalter, qui a été l'auteur d'un livre au vitriol. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états.
Oui, nous débattons de la fin de la Macronie, entre guillemets, avec Louis Alter. Mais Maud, vous avez une nouvelle à nous communiquer. Une information qui vient de nous parvenir. Boualem Sansal est de retour en France. C'est son comité de soutien qui vient de l'annoncer. Je rappelle que l'écrivain franco-algérien avait été gracié par le président algérien Tebboune le 12 novembre dernier. Voilà. Il s'était dit que le président de la République aurait été heureux d'aller le chercher en Allemagne pour le ramener lui-même. Il va à Berlin aujourd'hui, en fait. Il va à Berlin aujourd'hui, donc voilà. Mais et visiblement, l'entourage de Boualem Sansal et Boualem Sansal ont préféré anticiper cette option, et on extrapole, parce qu'on n'a pas d'informations, mais enfin, en tout cas, il est rentré tout seul. Nous sommes sur Sud Radio, où vous pouvez nous joindre au 01 53 92 22 60. Pourquoi vous devez nous appeler? Parce qu'on a un débat passionnant, c'est même pas un débat, c'est un échange avec Louis Alter, journaliste politique au Figaro, qui a écrit, alors c'est un livre de plus parmi la littérature qu'a engendré le président de la République, La foudre et les cendres, Macron, les secrets d'une succession interdite, et il n'a pas fini sa phrase, Louis Alter, et d'une fin de règne douloureuse. Enfin bon, et même s'il reste encore un petit peu de temps. Le point fort de votre ouvrage, Louis Alter, et vous dites, c'est l'occasion, le coche loupé, l'occasion manquée, élection présidentielle de 2022, pas de campagne puisque la guerre en Ukraine, d'ailleurs Macron ne peut pas faire campagne, il considère que cette réélection coule de source, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, puisqu'en face on a Marine Le Pen, même si elle fait un score meilleur qu'en 2017, on sait bien qu'elle ne pourra pas gagner à ce moment-là. Élection législative, et la surprise, le peuple français, comme en 88, quand Mitterrand avait dit, souvenez-vous, il n'est pas bon qu'un parti politique ait la majorité à lui tout seul. Et les Français avaient envoyé une majorité relative, ce qui n'avait pas empêché Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy de gouverner, mais surtout Rocard. Et là, les Français n'envoient pas une majorité absolue, il manque 40 sièges. Et là, vous dites, et pourtant, les amis de Macron lui disent c'est une occasion rêvée d'ouvrir. Il rate le coche de l'histoire. Alors pourtant, quand on réécrit, qu'on relit plutôt cette année politique 2022, c'est très particulier 2022. C'est une élection présidentielle, mais la politique est mise sous cloche pendant toute la première partie de cette année. On le paye aujourd'hui. Il y a la guerre en Ukraine. Oui, je crois que le premier à payer, c'est Emmanuel Macron pendant tout ce deuxième quinquennat. Parce que là, en effet, j'appelle ça le grand malentendu dans le chapitre dont vous me faites l'honneur de parler. Bien sûr. Il y a cette guerre en Ukraine qui, en effet, qui n'est pas du fait du président, bien sûr, qui annihile quelque part le débat public en France. Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, surfe sur cette vague. Il ne cherche pas à ce que l'élection présidentielle soit un moment de débat politique sur tous les sujets, des débats clivants. Sa campagne, ce sont des appels à Poutine, des réceptions de Zelensky, des sommets européens et internationaux. C'est ça, sa campagne présidentielle. D'ailleurs, ça marche. Il est réélu sans problème. Marine Le Pen ne peut rien faire une nouvelle fois face surtout au réflexe, évidemment, de barrage au second tour. Donc ça marche. Sauf que la politique en 2022, l'année politique, elle commence précisément avec ces élections législatives. Ça, c'est un moment très politique où, en effet, le peuple dit d'accord pour 50 plus de Macron, mais pas d'accord pour 50 plus de macronistes, et la majorité relative vient sanctionner à tous les sens du terme cette situation. Et alors vous expliquez que ce qu'il va être contraint de faire en juillet 2024, il aurait pu le faire dès le printemps 2022 après législative, ouvrir au seul parti compatible qui était les Républicains, éventuellement nommer un premier ministre républicain. Michel Barnier explique qu'il était prêt à y aller et qu'on faisait une union alors du centre droit et des droites, et que là on pouvait finir le quinquennat avec une majorité absolue, au moins sur les 70 députés républicains, 40 ou 45 venaient, ça suffisait. Et même, on pourrait ensuite jouer le jeu des alliances. Mais on avait une stabilité institutionnelle garantie, avec une continuité de la réforme des retraites et tout. Et non, il n'en veut pas. Il nomme Elisabeth Borne. Alors évidemment, là aussi, il y a des gens avec qui il avait promis qui sont vexés. Il prend Elisabeth Borne, qu'il va dégager un an après, et finalement, ça n'apporte rien. Et ça n'apporte rien. C'est quand même très curieux. Le macronisme, qui venait plutôt de la gauche en 2017, parce que Emmanuel Macron est un ancien ministre de François Hollande, et qu'à l'époque, sa pensée était celle c'était les descendants de DSK, quelque part. C'était ce social-libéralisme qui agitait une partie de la gauche, et sur lequel Emmanuel Macron a produit son discours politique initial. Il a penché plus à droite à partir de 2017, et le premier quinquennat a vu un certain nombre d'électeurs de droite. La gauche considère que c'est une escroquerie. Il a toujours été à droite. Ils se sont fait avoir, ils ne se feront pas avoir deux fois. Évidemment, ça c'est un débat idéologique pour le coup. Mais il y a eu plus d'électeurs de droite quand même. C'est un mépris pour le suffrage universel quand même, parce que les Français sont
un peuple responsable, qui en a vu d'autres, qui envoie un message clair. Tu n'as pas la majorité absolue, écoute notre doute. Il n'écoute pas notre doute. Il n'a pas interprété, en effet, ce message politique envoyé aux élections législatives de 2024. La preuve, d'ailleurs, il nomme Elisabeth Borne, qui avait la réputation de ministre bonne soldat, mais qui vient plutôt de la gauche, là où la transfusion électorale du macronisme, elle venait plutôt de la droite pendant ce premier quinquennat. Un peu schizophrénique, tout ça. Il y a une première incohérence, et la deuxième incohérence surtout, c'est qu'en effet, vous l'avez très bien résumé, il refuse à ce moment-là de partager le pouvoir. Alors que c'était plutôt le message envoyé par les électeurs. Le message envoyé par les électeurs était grand 1, le programme d'Emmanuel Macron à la lettre ne nous va pas, ne nous va plus, il n'en a pas tellement rendu compte. Et grand 2, c'est la verticalité, le macronisme descendant ne nous va plus non plus. C'est ça les leçons à tirer de la majorité relative. Il décide qu'il est encore en majorité absolue et que c'est pas 40 sièges d'écart qui vont changer. Alors à sa décharge, il essaye, en tout cas il fait semblant d'essayer, c'est-à-dire qu'il y a des discussions avec la droite, à l'époque c'est avec Éric Ciotti, débauche, Olivier Marleix. Bien sûr, il débauche. Il fait pas d'ouverture, il fait de la débauche. Il y aura Rachida Dati après, il y a encore des ministres de droite qui le rejoignent. Non mais il y a des ministres de droite qui le rejoignent. Il fait toujours cette tactique du débauchage pour vider en fait la droite. Alors attention, il avait pensé à Catherine Vautrin. Tout à fait. Et c'est son camp qui lui dit non, pas Catherine Vautrin. Oui, mais c'est pas facile. Hein. Entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne, il y a quand même, ce ne sont pas les mêmes personnalités, pas les mêmes origines politiques. Or, l'une a été première ministre pendant quelques heures après l'élection présidentielle de 2022, et finalement, ça a été Elisabeth Borne. C'est dire quand même cette inconstance. Il y en a eu quelques-uns, Louis Alter, qui ont été Premier ministre pendant quelques heures, quelques minutes. Voilà, on va les citer. Louis Alter, il y a Xavier qui nous appelle de Florac. Bonjour Xavier. Bonjour Perico, bonjour Sud Radio. Bon, est-ce que ce débat vous intéresse, vous passionne? Bah oui, ça m'intéresse. Je suis sorti là il y a 3/4 d'heure du boulot et je vous écoute attentivement. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans l'ensemble. C'est vrai que l'imposture d'Emmanuel Macron, c'est assez tangible. En 2017, il a été élu sur le ni droite ni gauche. Je vais essayer de réconcilier les deux France. Oui, c'était bien le projet. Ouais, c'était le projet, mais parce que c'est notre projet, etc. Bon, on s'est fait avoir un petit peu, parce qu'au final, dès qu'il a été élu, il a mené une politique plutôt de droite, libérale. Est-ce que vous pouvez nous dire pour qui vous Xavier, pour qui vous votiez avant 2017? Vous étiez plutôt d'un côté, plutôt de l'autre? Moi, je suis un patriote de gauche. D'accord. Et vous avez voté Macron en 2017, du coup? Vous y avez cru? Ah non, j'ai jamais cru à cet homme. Bon, non, mais c'était juste pour vous positionner. Vous avez tout à fait votre droit. Non, mais moi je parle de la gauche souverainiste, donc qui est très peu représentée en France. Mais j'essaie là de vous parler d'un point de vue assez libre et ouvert. Non, mais tout à fait. C'est bien pour ça que je vous. Donc là, je vous pose la question. Mon intervention, c'était de vous dire, premièrement, c'est une imposture en 2017, puisque élu sur, soi-disant, le consensus, le ni droite ni gauche, en fait, il a fait un programme de droite libérale, européiste, voire même conservatrice, quand on voit la réaction face aux Gilets jaunes, hein, les mutilations contre le mouvement populaire des Gilets jaunes. Et puis, deuxième imposture en 2022. 2022, l'imposture parce qu'il refuse de faire campagne, premièrement. Deuxièmement, quand il est élu, il dit à la sortie de son élection, ce vote m'oblige, parce qu'il a bénéficié des électeurs de gauche. Oui, Louis Alter en parle d'ailleurs, de cette obligation. Il nous la refait encore à l'envers, c'est-à-dire qu'il continue sa politique libérale avec la politique de l'offre, européiste, atlantiste, et tout ça, c'est donc une imposture généralisée. Mais là où je voudrais conclure rapidement, c'est que, à mon avis, on oublie là depuis tout à l'heure, on oublie un peu de quoi Emmanuel Macron est le produit, de quoi Emmanuel Macron est l'avatar. Et je pense qu'on oublie les intérêts de classe ici. Mais Emmanuel Macron est le représentant d'une hyperclasse qui détient énormément de pouvoir en France, pouvoir médiatique, pouvoir financier, et qui trouvera un autre petit cheval. Puisque je pense que moi, personnellement, je pense qu'Emmanuel Macron est le petit cheval, le représentant d'intérêts supérieurs qui, eux, ne se présentent jamais aux élections, mais par contre contrôlent la France. C'est une hypothèse qui a souvent été retenue, mais Louis Alter aborde cet aspect de différenciation sociale. Alors, imposture, Louis Alter, ce qui est certain, c'est qu'il y a une plurielle, diverses, variées. Macron alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a eu beaucoup de déçus, et pas seulement ceux qui ont été Premier ministre pendant un jour, 2 jours, et qui visiblement, oui. Il y a eu des électeurs déçus parce que la première campagne d'Emmanuel Macron, l'idée
qui lui permet en 2017 de développer un discours consistant à dire ni droite ni gauche, on va balayer les vieux partis traditionnels. À l'époque, ça marche. C'est un marketing qui correspond par ailleurs parfaitement à l'épuisement des partis traditionnels à l'époque, mais qui derrière a déçu énormément de gens parce que ce n'est pas parce que vous dites que vous allez balayer les autres que vous avez un contenu qui est stable. Et c'est ça, je pense, l'un des points prégnants du macronisme depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, c'est l'inconstance du contenu de sa politique au pouvoir. Il y a peut-être une stabilité en effet sur la politique que Xavier qualifiait de droite libérale. Depuis 2017, en effet, il y a plutôt une continuité là-dessus. Oui. Mais sur le reste, sur les sujets régaliens, de sécurité, d'immigration, sur les sujets sociétaux, sur la politique étrangère aussi, il y a quand même des zigzags permanents, des va-et-vient qui sont assez permanents. En même temps. Donc on a du mal à qualifier le macronisme. Et c'est pour ça, oui, voilà, le en même temps, en fait, on ne peut pas faire du en même temps sur tous les sujets. Ça n'est pas possible parce qu'il y a besoin d'un cap clair. Et c'est pour ça, et ça c'est un aspect aussi que je pose dans le livre, c'est l'avenir du macronisme. Il a confondu en même temps et à la fois, qui sont deux nuances tout à fait différentes. C'est pas exactement la même chose, en effet. Oui, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Quand vous ramez, c'est les deux rames en même temps, mais il faut qu'elles aillent dans la même direction. C'est un peu ça le souci qui a été celui du macronisme au pouvoir. Et ça pose une question que moi-même je pose dans mon livre, qui est la pérennité du macronisme. Est-ce que ça reste un moment de la vie politique française qui est une sorte de parenthèse, où en effet la droite et la gauche ont été écartées au profit d'un président dont on n'a pas trop distingué les points de constance idéologiques, ou est-ce que ça reste comme un corpus avec un bloc du centre, c'est-à-dire un centre français qui reste ancré idéologiquement et politiquement dans le paysage? On voit qu'aujourd'hui il y a un risque de l'effacement. Mettons qu'il y ait une dissolution, c'est pas le cas pour l'instant, mettons qu'il y ait une dissolution ce soir ou bientôt. À combien reviendraient les élus macronistes à l'Assemblée nationale? Et partant de là, et tout le monde a peur. Hein. Qu'est-ce qui resterait du courant macroniste dans la représentation sur l'échiquier politique? Beaucoup de partis ont peur de l'arithmétique électorale. S'il y a une dissolution, c'est pour ça que je pense qu'on joue au fait de maintenir l'Assemblée telle qu'elle est. Tout le monde essaie d'y échapper. Parce qu'on n'est pas sûr du résultat. Louis Osalter, on discute avec vous de la fin de la Macronie. On va avoir René qui nous a appelé de Toulouse. On laisse passer une petite pause et on se retrouve tout de suite après. On prend votre question, René. À tout de suite. Les Chevaliers midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous décryptons les accidents de parcours du deuxième quinquennat et indirectement du premier d'Emmanuel Macron avec Louis Osalter, auteur de La Foudre et des cendres qui symbolisent la foudre. C'était la dissolution et les cendres, les conséquences de la dissolution. Et nous sommes en ligne avec René qui nous appelle de Toulouse. René, vous avez envie de nous dire quoi? Oui, bonjour à tous, bonjour à tous. Écoutez, dans le prolongement des excellentes analyses que vous faites dans cette émission, je souhaiterais que l'on aborde le projet fédéraliste d'Emmanuel Macron, son engagement total sur l'Union européenne, sa volonté de devenir président de l'Union européenne et le côté intéressant des événements que nous subissons ces derniers mois, c'est que les Français se rendent compte très bien que la perte des souverainetés nous amène à un chaos général. Et je souhaiterais avoir l'avis de votre invité sur cette question-là. Merci René. Louis Osalter, est-ce que Emmanuel Macron, alors qu'il a souvent utilisé le terme souveraineté, au début c'était un gros mot, en 2017, c'est devenu aujourd'hui une référence idéologique compatible, il a quand même abîmé la souveraineté de la France, ou peut-il prétendre un jour être président de l'Union européenne dans une Europe fédérale où la France aurait retrouvé sa gloire? Alors l'Europe c'est son gros projet et alors sur le principe je pense plutôt pour la seconde hypothèse. En tout cas le pari qu'il fait c'est qu'en effet il pense pouvoir restaurer le rôle de la France dans une Europe qui soit forte et qui se pense comme une puissance. Bon, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui et c'est une conversation que je retranscris dans le livre, tout à fait. Au cours d'un voyage vers un sommet qui concerne l'Ukraine et l'Europe d'ailleurs, où il me parle en effet c'est-à-dire les propos qu'il tient. Est-ce qu'il a bien tout fait pour? Est-ce qu'il a bien tout fait pour arriver à une France souveraine dans une Europe souveraine? On n'y est pas, ne serait-ce qu'à cause de l'affaiblissement de la France. C'est-à-dire que l'affaiblissement de la France et de son président, quand Emmanuel Macron arrive dans un cénacle européen et que les autres dirigeants le voient, ils voient un homme qui est impopulaire dans son pays, affaibli dans son pays, qui n'a plus le levier de commande dans son pays et qui ne peut pas se représenter en 2027. Le chancelier Merz, lui, en Allemagne, ira au-delà de cette échéance et sa coalition tient le coup. Rien que cet exemple montre que non, le bazar qu'il a affiché en France, entre guillemets, se paye aussi
dans notre poids sur la scène européenne et internationale. Un peu en Europe, quand il dit qu'il faut envisager d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, sans avoir consulté ses partenaires, c'est hallucinant. Il tombe dessus dans la foulée, en effet. Et ça lui est beaucoup reproché. Votre auditeur, René, posait une question intéressante sur le fédéralisme. Est-ce que le projet d'Emmanuel Macron est fédéraliste? C'est très intéressant comme question parce que le président ne l'a jamais formulé comme tel. Et moi-même, donc, je rapporte cette conversation où il ne prononce pas ce mot, mais ce qu'il dit comme indication de ce qu'il veut que l'Europe soit dans l'avenir nous montre quand même que dans son esprit, eh bien, des transferts de souveraineté doivent continuer à exister. Et les propos qu'il a tenus à plusieurs reprises sur la dissuasion nucléaire, donc sur le bouton nucléaire dont la France dispose, seul pays de l'Union européenne depuis que le Royaume-Uni est sorti à disposer de l'arme nucléaire, Emmanuel Macron est en train tout doucement de dessiner la route vers, à tout le moins, une sorte de partage, en tout cas de codécision et de coopérationnalité européenne sur la décision nucléaire. Alors, il y a des bonnes intentions derrière. Emmanuel Macron est sincère dans sa volonté d'alerter les Européens sur la dépendance américaine. Il a eu des attitudes courageuses. Là-dessus, il faut lui reconnaître. À un moment donné, lucide. Il faut lui reconnaître que, et ça date pas seulement de la deuxième élection de Donald Trump. Emmanuel Macron a toujours parlé de ce concept d'autonomie stratégique qui est assez pompeux, qui est fait pour les cénacles européens, mais qui en fait consiste à dire aux pays européens, réveillez-vous, nous ne pouvons pas dépendre des Américains pour notre défense, pour notre commerce, pour notre économie, pour notre industrie, sur tous les plans. Ça n'est plus possible. Et une grande partie des élus européens ne l'entendent pas encore de cette oreille-là. Mais par contre, derrière, les conséquences, c'est que ces modalités d'un partage, par exemple, de la dissuasion nucléaire avec d'autres pays européens, et ça pose plein de questions, pas seulement opérationnelles de défense, évidemment une question de souveraineté qui n'est pas encore clairement mise sur la table, alors qu'Emmanuel Macron, lui, a la volonté de la mettre sur la table. Il y a une ambiguïté. On en vient au bilan de la Macronie. On est loin de la cérémonie du Louvre en mai 2017 avec la mise en scène pharaonesque. Voilà, il met la joie. On était parti pour la gloire. Même ceux qui n'avaient pas voté pour lui se disaient bon, il va quand même en sortir quelque chose de formidable. Le bilan est peut-être l'un des plus décevants ou calamiteux de toute la Cinquième République. Vous citez François Sureau, qui fait partie des visiteurs du soir du premier temps. Le nombre de visiteurs du soir qui vous disent on a été pressés comme des citrons et jetés comme des Kleenex. Voilà, sans aucune empathie. Voilà. Et puis bon, mais quand il leur voit d'ailleurs, il leur parle comme si tout allait bien. Et il rencontre un maire d'un petit village qui lui dit mais moi mon problème c'est que j'en peux plus. Voilà, les types en trottinette avec des écouteurs. J'ai pas envie d'être gouverné par ces gens-là. C'est le symbole de la Macronie sociologique. Xavier, votre auditeur précédent d'ailleurs en parlait. Il parlait du sujet de classe. Moi en effet dans un chapitre qui s'appelle justement les types en trottinette avec des écouteurs. C'est le nom du chapitre. On caricature assez volontiers comme ça donc cette classe urbaine plutôt aisée qui ne comprend plus, qui ne se parle plus avec la France rurale, la France périphérique de Christophe Guilluy, et la Macronie a été quand même un symptôme de ça. Et aussi Jérôme Fourquet qui a très bien analysé ce phénomène entre une France élitaire et une France qui décroche, qui se sent délaissée par la France des métropoles. Et le moment macroniste est quand même symptomatique de cette coupure sociologique parce que, en effet, Emmanuel Macron et son électorat ont incarné cette France des métropoles qui voulait progressiste, ouverte sur le monde, libérale économiquement et sociétalement, qui se coupait des préoccupations de toute une France. Vous voyez, un Jacques Chirac, un Nicolas Sarkozy, pour parler que de président de droite, ils savaient unir la France du patron et la France de l'ouvrier de droite, celui qui travaillait. François Mitterrand a su unir la France des profs et la France des ouvriers en 1980. Donc il y avait à l'intérieur des courants politiques des gens de classes différentes qui se parlaient et qui arrivaient à se mettre autour d'intérêts communs. Parce qu'une partie de l'élite cherchait à parler à une partie de la classe plus populaire. C'est de moins en moins le cas, et Christophe Guilluy, Jérôme Fourquet, etc. l'ont parfaitement montré. Et le moment macroniste en France, ça ne tient pas qu'à Emmanuel Macron, c'est un phénomène, je pense, une tendance de fond, une lame de fond sociologique et historique. Le moment Macron est vraiment symptomatique de ça, d'une sorte de vote de classe, plutôt bourgeoise, face à un vote populaire qui se tourne en priorité vers Marine Le Pen, on l'a vu lors de toutes les dernières élections. Alors évidemment, sa gouvernance est problématique. Vous dites qu'il nomme les premiers ministres comme on balade un pompon de manège devant le nez des enfants pour voir qu'il attrapera. Effectivement, c'est comme ça qu'il a gouverné. Toujours est-il que la dissolution fait que l'article 20, qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, lui est appliqué à la lettre.
et que Monsieur Barnier et Monsieur Bayrou finalement, et même Sébastien Lecornu, on voit la déclaration depuis, c'était en Slovénie où il dit non, la réforme des retraites c'est juste une pause. Voilà. Alors il en reparle plus. Le livre finit parce qu'il désarmera jamais. C'est un peu comme Sarkozy, hein. Ils sont indémontables. Et là, on pense à 2032. Oui. Et donc, quelque part, ce qui est terrible, c'est que, j'allais dire, de façon non dite, on espère qu'il y aura un chaos. Il sait qu'il ne sera pas en 2027. Donc, au lieu que ce soit une situation apaisante, s'il peut y avoir un chaos entre 2027 et 2032, il reviendra, et ses conseillers lui ont dit, tu reviendras finalement, malgré tous tes échecs, tu seras un bon souvenir, et il se peut presque que tu repasses au premier tour en 2032. Alors, c'est en effet un... Voir face à Marine Le Pen, sa vieille copine. Qui pourra revenir d'une éventuelle condamnation si elle n'est pas candidate en 2027, ils se retrouveront tous les deux. 2032. Le duo infernal. Alors déjà, le couple infernal. Il y a un paramètre biologique. Ils auront tous les deux l'âge pour le faire. Oui. Emmanuel Macron aura... c'est pas Biden, on est d'accord. Voilà, c'est pas Biden. Emmanuel Macron aura 49 ans en 2027. 54 ans en 2032, mais c'est tout jeune. Il sera sage. C'est tout jeune comme âge d'un président de la République. Il aura peut-être tout compris. Alors, c'est ce que François Bayrou dit. Oui. Bayrou a cette phrase dans mon livre, il dit qu'il sera meilleur après qu'avant, parce qu'il n'avait pas l'expérience. C'est vachement rassurant. C'est vachement rassurant 2032. Alors soit en effet, il y a un pari sur le chaos, c'est-à-dire de dire qu'entre 2007 et 2032, la France est gouvernée par le RN, par la LFI, par je ne sais qui, et que donc il tirait profit de la situation. Mais ce n'est pas la première hypothèse de son entourage. Beaucoup de ses proches considèrent plutôt que si Marine Le Pen ou Jordan Bardella est élu en 2027, c'est comme Obama avec Trump. C'est-à-dire que le bilan qu'on retient des années Macron, ce serait ça. Ce serait l'élection de Marine Le Pen, alors qu'il avait dit, rappelez-vous, en 2017, au début de son mandat, il dit je voudrais qu'il n'y ait plus de raison pour les gens de voter pour le Rassemblement national. C'était la première promesse, je vais vous débarrasser du Front National, des raisons de voter pour le vote Front National. C'est quand même précis comme déclaration, et ça met encore plus en lumière l'échec de cette promesse. Et c'est lui qui indirectement va les porter au pouvoir s'ils arrivent en 2027, en tout cas qui crée une situation politique qui fait que tous les recours sont désormais possibles, puisque lui, l'homme de l'ancien temps qui était remplacé par le monde moderne, finit sur, pour l'instant, un échec absolument retentissant. Louis Oselter, merci de votre témoignage. Je ne doute pas que vous allez continuer à œuvrer, parce qu'il reste encore 18 mois, il peut se passer des choses. Donc après la foudre et les cendres, ça va être la tempête et le souffle. Vous trouvez là qu'il faudra. On va trouver. Voilà, mais enfin, on vous retrouvera sur Sud Radio pour venir témoigner de cette vie passionnante de la politique française qui va aujourd'hui dans tous les sens. Merci Perico pour votre invitation. Et nous allons retrouver bien tout de suite Brigitte Lahaye. Alors c'est la foudre et les cendres, mais en amour, et elle va nous expliquer comment après la tempête on peut avoir des moments de douceur et de réconfort. Et vous êtes sur Sud Radio, 01 53 92 22 60. Utilisez ce numéro de téléphone. À très bientôt.